ce colloque et surtout peut-être de se dire et maintenant qu'est-ce qu'on fait? Parce que effectivement le colloque a permis d'établir un certain nombre de choses et la question est de savoir maintenant qu'est-ce qu'on fait pour aller plus loin. Parce que se plaindre du lait répandu, c'est une bonne chose, mais à un moment donné, il faut pouvoir aussi donner des perspectives et nous avons un rôle à mener. Je voudrais commencer d'abord, avant d'aller dans ces questions-là, remercier ceux qui ont organisé le colloque, les équipes de la mutualité, les équipes de la FGTB, bon, parce qu'ils l'ont bien organisé, que ça a bien fonctionné, qu'on y a entendu des choses extrêmement intéressantes, et donc ça me permet aussi de remercier les différents orateurs, qui ont tous été, comment dirais-je, extrêmement précis et extrêmement pertinents, et qui ont surtout permis de constater que, quel que soit l'angle par lequel on prend la question des inégalités, on arrive finalement chaque fois à la même conclusion, c'est-à-dire qu'effectivement les inégalités se creusent, elles engendrent des phénomènes de pauvreté à différents égards, et on ne peut pas dire que les politiques qui ont été menées jusqu'à aujourd'hui ont été menées pour corriger ce phénomène-là, et on doit même malheureusement constater que ces dernières années, et singulièrement en Belgique, depuis l'avènement du gouvernement Michel, le phénomène d'agrandissement des inégalités et leur intensité s'est accentuée, s'est accélérée. Et il y a une deuxième raison pour laquelle il faut remercier d'avoir fait ce colloque. Et ça répond en partie à une question qui a été posée tout à l'heure, à la question de quand est-ce qu'on va se mettre à éduquer les gens et à essayer de refaire ce qu'on appelait à une époque de l'éducation populaire, de l'éducation ouvrière. Eh bien, c'est bien parce qu'on a constaté, les mutualités et les organisations syndicales ensemble, qu'en effet, on avait peut-être déserté ce champ de l'activité, qui est pourtant une activité historique de nos mouvements socialistes, de faire effectivement de l'éducation populaire, d'expliquer aux gens les phénomènes qu'ils vivent, d'expliquer en quoi ils trouvent où se trouvent les racines des problèmes qu'ils vivent, et aussi leur expliquer comment les choses fonctionnent, parce que c'est évidemment à travers la connaissance que les gens peuvent s'épanouir et peuvent s'émanciper, et c'est effectivement historiquement un rôle que les socialistes ont mené à travers les différents organismes, et la mutualité socialiste et les organisations syndicales étaient des organismes particulièrement actifs dans ce domaine-là. Il faut qu'on retrouve en effet ce chemin-là, et ça passe notamment par l'organisation de colloques comme celui d'aujourd'hui, qui permettent de faire en sorte que ce qui est de l'ordre du ressenti et de choses que l'on constate sur le terrain de manière un peu empirique puisse être objectivé, démontrer que ce n'est pas qu'une impression, mais que c'est la réalité des choses, et démontrer que nous avons raison dans nos constats et que nous avons raison dans les propositions que nous faisons pour lutter contre les phénomènes. Il y a encore beaucoup de boulot, il y a encore beaucoup de travail. C'est un champ d'activité dans lequel il va falloir que l'on continue à investir. Et ça permet aussi, notamment, c'est aussi par ce biais-là, qu'on répondra à une autre question qui a été posée il y a un instant. Deux choses sont à dire par rapport à ce qui a été posé. Je dirais la différence qu'il y aurait entre le combat syndical et le combat d'autres formes de combat qui sont aujourd'hui ouverts, notamment celui des Gilets jaunes, mais on pourrait aussi parler des jeunes. On pourrait aussi parler de tout le travail fait par le monde associatif, parce qu'on appelle la société civile, dont on ne parle pas assez, et qui est pourtant en activité depuis de belles lunettes et qui est sur le terrain, sur bien des sujets. Eh bien, je pense qu'il faut sans cesse expliquer qu'il ne faut pas mettre en opposition les uns et les autres. Aujourd'hui, la situation est telle que nous ne devons pas aller vers en disant les syndicats font mieux ça que les autres et finalement les syndicats ne répondent plus aux besoins, donc ce serait une autre forme. Non, c'est la convergence des luttes à laquelle nous devons travailler. Nous devons tous travailler ensemble, et que les uns choisissent de s'investir dans la mutualité, dans le syndicat ou dans une autre forme de mobilisation, que ce soit dans les Gilets jaunes, que ce soit dans les jeunes, que ce soit dans le monde associatif, et parfois dans plusieurs milieux en même temps, eh bien, ça n'est que positif. Nous sommes en démocratie, la liberté d'association, c'est une chose importante dans la démocratie. On doit donc regrouper tout cela, et pas essayer de se trouver des divergences entre nous, parce qu'effectivement, l'enjeu principal, c'est de lutter contre les inégalités sociales. Et c'est pas de dire que l'un est mieux ou travaille mieux contre les inégalités que l'autre, c'est de se dire tous ensemble, on va essayer de faire en sorte que l'on mène demain des politiques différentes. Et c'est aussi
par l'éducation populaire et par l'explication des choses que l'on doit aussi faire comprendre que... Et je suis toujours surpris de... Quand on a des discours, je savais qu'immanquablement ça allait venir, on dit, et qu'est-ce que le syndicat fait pour ça, et qu'est-ce que les mutualités font pour ça? Il faut quand même toujours rappeler que nous revendiquons d'être des corps intermédiaires, mais nous ne sommes que des corps intermédiaires. Ça veut dire que nous n'avons pas le pouvoir. Quand dans un bureau de chômage, on est obligé de dire à un chômeur, ton allocation va diminuer, ou tu n'as plus droit au chômage. Quand à la mutualité, on dit, tu n'as plus le même remboursement pour tel médicament ou pour tel soin. Ça ne relève pas d'une décision de la mutualité, ça ne relève pas d'une décision du syndicat, ça relève de règles et de règlements que nous sommes tenus d'appliquer, et donc nous ne donnons rien. Ce que nous pouvons faire, c'est si quelqu'un est frappé d'une décision injuste, là nous pouvons le défendre. Mais dans la mesure où le respect de la disposition réglementaire est fait, alors nous sommes sur un autre terrain. Nous pouvons constater que la disposition réglementaire n'est pas bonne, et alors là on est sur le champ de la revendication politique, mais la revendication politique n'est qu'une revendication politique. Ceux qui doivent répondre à cela, c'est ceux qui ont le pouvoir, c'est ceux qui occupent le pouvoir, c'est les partis politiques. C'est bien pour cela qu'on a un message vis-à-vis des partis politiques, et notamment qu'à l'issue de ce colloque, on va faire une déclaration, mutualité et organisation syndicale ensemble, à l'enseigne, à l'appel des partis politiques, pour me dire, au fond, notre message vis-à-vis des partis politiques n'est pas tellement de dire un parti est meilleur que l'autre. Ah, on sait bien que nous en avons qui sont beaucoup plus proches de nous, mais ce qui nous pose, le message que nous voulons faire, c'est que nous voulons entendre de la part des partis politiques qu'est-ce qu'ils ont comme réponse par rapport effectivement à nos revendications. Qu'est-ce que le lendemain des élections, lorsqu'ils se mettront à une table de négociation pour un programme gouvernemental, qu'est-ce qu'ils vont défendre dans ce programme gouvernemental? Quels sont les compromis qu'ils refuseront? Quelles sont les lignes rouges sur lesquelles ils vont s'attaquer, ils vont rester campés? Et c'est ça qui est important pour nous. Et au fond, moi, ce que je demande, c'est que les partis politiques prennent leurs responsabilités. Je demande à ceux qui prennent leurs responsabilités de les assumer. Je ne leur reproche pas des erreurs. Tout le monde fait des erreurs. Il y a ceux qui ne font rien, qui ne font pas d'erreurs. Ce que je leur reproche, c'est de ne pas assumer les choses. Et quand on a le pouvoir et qu'on fait une erreur, on a le devoir de corriger son erreur. C'est ça qu'on leur demande. Et pas de se justifier indéfiniment, mais de corriger les éventuelles erreurs qu'ils ont faites. Et ce que je demande à des partis, ce n'est pas uniquement d'aller chercher le suffrage des gens, mais c'est que quand ils l'ont reçu, c'est aussi de savoir que quand on a la confiance des électeurs, on a la responsabilité de devoir les prendre, justement, ces responsabilités. Et c'est ça que nous voulons passer comme message sur la forme. Sur les éléments plus particuliers. Nous sortons d'un gouvernement qui, je le qualifie maintenant, c'est le gouvernement des oubliés. Ils se sont fixés des objectifs budgétaires, de politique très idéologue, sans mesurer les conséquences. Ils ont oublié les conséquences des décisions qu'ils ont prises, oublié les femmes. Oublié que chaque fois qu'ils ont pris des décisions, les femmes ont chaque fois été encore un peu plus victimes de la société dans laquelle elles sont déjà aujourd'hui encore des victimes. Ils ont oublié les jeunes, à qui ils ne donnent aucune perspective. Alors on nous dit on a créé 200 000 emplois, mais on oublie d'ajouter que dans les 200 000 emplois, il n'y en a qu'un quart qui sont des emplois convenables. Tous les autres emplois sont des emplois à temps partiel, donc pas payés suffisamment pour vivre convenablement, ou des emplois précaires, donc qui ne permettent pas de construire une vie de famille et de se donner des perspectives d'avenir. Ils ont oublié les pensionnés. Nous avons un ministre des pensions qui est extraordinaire, il n'a rien fait. Il avait 36 000 projets, il n'y en a pas un qui est abouti. Sauf un qui a consisté, à travers des corrections techniques, l'âge de la pension à 67 ans, les assimilations, toute une série de dispositions techniques qui ont fait qu'en fin de compte, demain, les pensionnés auront moins de pension et on devra travailler plus longtemps avant de pouvoir prétendre à une pension qui ne sera même pas une pension décente. Ils ont oublié les travailleurs en se mêlant de la concertation sociale, en venant manipulant ce qu'on appelle la loi de 96, la fameuse loi qui encadre les salaires, ils l'ont manipulée à telle enseigne que qu'est-ce que je vais faire au groupe des 10? Eh bien, je ne vais plus y faire grand-chose. Parce que quand j'arrive au groupe des 10, avant, j'allais négocier les salaires, j'allais négocier des conditions de fin de carrière, j'allais négocier des obligations en matière de formation, j'allais négocier
parfois de la flexibilité, mais que je négociais, dans lesquelles je mettais les conditions de mettre en place de la flexibilité. Aujourd'hui, le gouvernement a encadré les salaires et nous n'avons quasiment plus de marge de manœuvre de discussion. Il a imposé la flexibilité dans les entreprises à travers les lois peut-être sans qu'on ait de concertation à ce propos. Et toute une série d'autres encore mesures. Ils ont donc oublié tout le monde. Ils ont oublié ce à quoi normalement c'est la vocation d'un gouvernement, c'est-à-dire de s'occuper du bien-être de la société. Non, ils ont pris des mesures idéologiques et ils ont pris des mesures qui n'avaient que d'autres intérêts, c'était d'essayer de réaliser des objectifs budgétaires. Et tout ça pourquoi? Pour ne pas même avoir réussi leur propre objectif. Parce qu'en matière budgétaire, ils se sont cassés la figure. Donc non seulement ils ont oublié la population, mais ils ne sont même pas parvenus aux objectifs qu'ils s'étaient fixés. Alors, vous savez, la lutte contre les inégalités, il y a deux grandes façons de voir les choses. Et j'ai oublié, en montant à la tribune, ce que je voulais vous montrer, mais comme ça fait un petit effet de scène. Il y a deux façons de voir les choses. Il y a celle-là et celle-là. Alors celle-là, c'est celle qui dit, l'auteur très célèbre, Marc de Vos, qui parle des vertus des inégalités. Alors, ce livre assez long nous explique tout au long des pages qu'en réalité, tout compte fait, qu'il y ait des pauvres, qu'il y ait des gens qui soient rejetés de la société, qu'il y ait des inégalités sociales, c'est pas très grave, c'est le prix à payer pour le développement économique, c'est le prix à payer pour la création des richesses, et qu'il y ait des dégâts collatéraux, ma foi, c'est pas très grave. Et puis de toute façon, les pauvres doivent se réjouir que les riches sont plus riches, parce que comme ils seront plus riches, les miettes qu'ils le seront peut-être un peu plus grosses. Ça, c'est la version libérale, c'est la version de la NVA, c'est la version du VLT, c'est la version du MR. C'est là-dessus que repose leur théorie. Et puis il y en a une autre façon, il y a une autre façon de voir les choses. C'est celle-là. C'est celle de quelqu'un comme Thomas Piketty, qui explique en quoi les inégalités ne sont pas une fatalité, comme on l'a dit à plusieurs reprises au cours de cette matinée. Et que si l'on mène des politiques convenables, à la fois on peut répondre et à la question des inégalités, mais que l'on peut aussi garantir un développement économique tout à fait faisable en garantissant les deux. Alors, il faut sans doute se pencher sur ce système économique. Je dirais même qu'à la limite, ou pas à la limite du tout, il faut sans doute changer. On voit bien que le système économique dans lequel nous vivons aujourd'hui est à bout de souffle. Il doit être donc revu complètement. Mais il n'est pas incompatible d'imaginer de vivre dans une société où il y a effectivement un développement des entreprises. J'ai toujours dit que les entreprises ne sont pas l'ennemi des syndicats, c'est celles qui donnent du boulot à nos affiliés. Elles ne sont pas nos ennemis, elles devraient être nos partenaires et pas nos adversaires. Mais ce n'est pas comme ça qu'elles se comportent aujourd'hui. Aujourd'hui, elles se comportent en disant, pourquoi? Vous savez qu'à la FEB, qui siège à la FEB? Eh bien, les gens qui sont au conseil d'administration de la FEB sont tous ou des banques, ou des gens qui représentent des sociétés qui appartiennent tous à des groupes mondiaux derrière lesquels il y a des groupes financiers. Alors, évidemment, quand ils viennent négocier au groupe des 10, ils n'en ont strictement rien à foutre du développement d'industrie. Ce n'est pas le développement d'industrie qui les intéresse, c'est le profit pour ceux qui sont les plus gros. Ils ne s'inquiètent pas du petit entrepreneur qui a 25 ou 30 travailleurs, qui est déjà un entrepreneur important, qui a 25-30 travailleurs. Ils n'en ont rien à faire de celui-là. Ce qui leur importe, c'est comment est-ce qu'une grosse entreprise va pouvoir encore éluder l'impôt, encore payer moins de taxes, encore payer moins de cotisations sociales et faire travailler les gens encore un peu plus longtemps et de la manière la plus flexible. Alors c'est cela que nous demandons qu'il soit demain corrigé. Et nous voulons que les politiques qui seront menées demain, et ça me permet de venir sur les trois grandes idées qui sont dans la déclaration que nous voulons sortir, c'est qu'il faut absolument que le prochain gouvernement se penche sur une véritable et grande réforme fiscale. Pas une réforme fiscale à la Rednex, pas celle qui permet aux gens qui gagnaient déjà beaucoup d'argent d'en avoir encore un peu plus, et aux gens qui n'en avaient pas beaucoup d'en avoir encore un peu moins. Non, une réforme fiscale qui rétablisse de la justice fiscale. Quand on entendait, notamment sur des entreprises, pas qu'en Belgique, en France, on entendait certains dans les rassemblements des Gilets jaunes, on a vu parfois, et on s'en est ému, nous, au syndicat, des gens qui râlaient sur les contributions. Mais les gens, contributions, j'ai utilisé le bon mot, pas les impôts, les contributions. C'est important. On ne paye pas des impôts, on paye des contributions au fonctionnement de l'État. Ça, c'est important. Il faut toujours le rappeler. Ça fait aussi partie de l'éducation populaire. Eh bien, ils ne râlaient pas, au fond, quand on décortiquait le message.
c'est pas tant le fait de payer des impôts qui leur gêne, c'est le fait de devoir payer des impôts de manière injuste, de devoir en payer beaucoup plus proportionnellement que d'autres. C'est ça que les gens dénoncent. L'impôt n'est pas mauvais quand il est juste. L'impôt est très mauvais quand il est injuste. Et en Belgique, on a un système d'impôt qui est injuste. Parce que c'est un système, par exemple, qui permet, en Belgique, si vous faites des plus-values sur vos actions, vous ne payez pas d'impôt. Alors on aime bien souvent comparer la Belgique au fameux pays de l'OCDE, l'Organisme de coopération et de développement économique. La Belgique en fait partie. Alors on compare la Belgique sur toutes ces choses avec l'OCDE. Eh bien, pas de chance, mais dans l'OCDE, la moyenne de taxation des plus-values sur actions, elle est de 35%. Comme par hasard, ça c'est une comparaison qu'on ne fait pas. On est dans un pays aujourd'hui où il vaut mieux acheter 3 appartements et les louer et vivre avec les revenus de cette location que d'avoir le même montant en salaire venant d'un patron, parce que sur l'un vous serez taxé très fortement et sur l'autre vous ne serez quasiment pas taxé. Ça ne va pas. Ça ne va pas. 1 euro, c'est 1 euro. Dès lors qu'il est un revenu, qu'il vienne des revenus du travail, qu'il vienne des revenus du capital, qu'il soit du capital immobilier ou du capital mobilier, il doit être taxé de la même manière. C'est ça la justice fiscale, c'est ça que nous demandons, et c'est ça qui a derrière l'idée de ce que nous présentons comme étant la globalisation de l'impôt, c'est-à-dire la globalisation des revenus et la même taxation pour l'ensemble des différents types de revenus. Et il faut aussi mettre évidemment fin à l'ensemble de tous les cadeaux fiscaux qui sont aujourd'hui créés, cadeaux fiscaux à l'intention des entreprises, mais aussi cadeaux fiscaux aux gens qui sont très riches. Quand vous avez de très hauts revenus, bah, vous vous posez la question, comment est-ce que je vais faire pour payer moins d'impôts? Et donc, qu'est-ce que vous faites? Vous faites par exemple un 3e pilier pour aller chercher des déductions fiscales et en plus vous garantir un revenu supplémentaire quand vous serez plus âgé. Mais sauf que celui qui a beaucoup d'argent, en général, est déjà celui qui, quand il va être pensionné, en aura moins besoin que d'autres parce qu'il aura des revenus importants et parce qu'il a de l'argent, alors que celui qui a des bas revenus et qui va forcément avoir une petite pension, lui n'a jamais pu se constituer ce 3e pilier. Il n'est pas normal que le riche puisse bénéficier d'avantages fiscaux sur un élément, alors que les autres ne peuvent pas en bénéficier. Il faut donc mettre à cela. Il n'est pas normal que vous ayez des voitures de société. Tout à l'heure, il y aura bientôt en Belgique plus de voitures de société que de voitures privées. La voiture de société, elle est faite pour quelqu'un qui a besoin d'une voiture pour travailler. Elle n'est pas faite pour faire remplacer un salaire. Ça ne va pas. On doit changer tout cela. C'est ce que nous demandons dans la réforme fiscale. Et puis nous voulons aussi qu'il y ait, 2e pilier des réformes que nous exigeons, c'est la question du pouvoir d'achat. Les uns et l'ensemble des piliers, vous allez voir, évidemment, sont liés les uns aux autres. 2,3, c'est la diminution du pouvoir d'achat réel en Belgique. Ce n'est pas nous qui le disons. Ce n'est pas les services des partis politiques de gauche, c'est la Commission européenne. Moins 2,3, le salaire réel des Belges a diminué, le revenu réel des Belges a diminué. Il faut donc corriger ça, il faut repartir dans un système qui soit à la hausse. Et cela, ça passe évidemment par notamment la garantie de négociation salariale. Je l'ai expliqué tout à l'heure, on a encadré les négociations salariales à telle enseigne que la marge de manœuvre de négociation est devenue quasi nulle. Voilà, c'est 1-1, on nous a dit 1-1 maintenant, et c'est tout, vous ne pouvez même pas négocier. Il est mis dans la loi, les partenaires sociaux s'accorderont sur la norme, sauf qu'un peu plus loin, on dit mais la norme sera déterminée par un calcul qui sera édité par le rapport du Conseil central de l'économie, et que quand ce rapport sort, eh bien, il y a un peu plus loin, on ne peut plus bouger au chiffre. Donc vous n'avez aucune marge de manœuvre, aucune marge de négociation. On vous l'impose, pointe à la ligne. Eh bien, ça doit changer. On doit retrouver une liberté de négociation. Car c'est les travailleurs et les employeurs, au niveau interprofessionnel d'abord, dans les secteurs ensuite, et dans les entreprises pour finir, qui doivent pouvoir discuter mano à mano de ce que les richesses et ce que les profits que l'entreprise ont fait, la part de ces profits, quelle est cette part de profit qui doit revenir aux travailleurs, parce que c'est les travailleurs qui ont créé cette richesse et ces profits. Et c'est aussi pour ça que nous demandons évidemment de faire en sorte que le salaire minimum puisse atteindre 14 euros. C'est 14 euros aujourd'hui. Évidemment, si on en parle dans 5 ans, ce sera plus que 14 euros, on est bien d'accord. 14 euros, on les a pas sortis comme ça là, non plus de notre tête, c'est pas une lubie qui nous a pris. 14 euros de l'heure, c'est le salaire minimum qu'on devrait avoir pour que l'on puisse vivre décemment. On a fait des calculs très simples, on a divisé en 4 quartiles l'ensemble des revenus de la Belgique, et qu'est-ce qu'on constate? On constate que le seul quartile
qui peut mettre de l'argent de côté, c'est le dernier, celui des salaires les plus hauts. L'avant-dernier, il boucle à peine l'année à pouf, et puis les deux autres, ils sont en déficit. Quand on est un ménage qui est en déficit, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va dans ses réserves. Mais si on a un petit salaire, les réserves, on n'en a pas. On peut. Et donc ça veut dire qu'est-ce qu'on fait? Ben, on s'endette. C'est ça la réalité. À 14 euros, ça permet simplement de pouvoir terminer l'année en ayant pu payer l'ensemble de ses factures et à avoir vécu à peu près normalement. Il ne s'agit pas de partir en vacances toutes les semaines à Ibiza, évidemment. Et c'est le même raisonnement quand nous demandons d'avoir 1500 euros de pension minimum, parce que, à titre de comparaison, le prix pour entrer dans une maison de retraite, en moyenne en Belgique, il est de 1500 euros. Et encore, on ne vous a ouvert que la porte, on vous a montré où est la chambre, et on vous a dit, c'est là que vous pouvez vous installer, mais si vous voulez une bouteille d'eau, il va falloir payer un supplément. Ça, c'est la réalité. Et donc, quand on a des pensions en moyenne qui sont de 1180 et une chiclette pour les hommes, de 880 euros en moyenne pour les femmes, c'est évidemment impossible de pouvoir vivre dignement avec des pensions comme celle-là. Nous avons donc, je pense, tout à fait raison de demander une pension minimum de 1500 euros. De la même manière, pour les mêmes raisons, on demande la suppression des suppléments d'honoraires à l'hôpital. Ça n'est pas normal aujourd'hui que des gens doivent renoncer à se faire soigner, ou quand vous avez un médecin qui vous dit « il va falloir subir une opération, monsieur, madame », oui, ok, d'accord, mais combien est-ce que ça va me coûter? Quel est le supplément? Ah, écoutez, vous allez avoir un supplément, la mutuelle va intervenir, mais je ne sais pas tout à fait vous dire quel sera le supplément, parce que ça dépendra quel médecin, dans quelle chambre et dans quel hôpital et compagnie. Ça ne va pas. Ça n'est pas normal dans un monde soi-disant moderne, quand on connaît les richesses globaux qui sont créées, on doit faire en sorte que l'on puisse se soigner sans devoir s'inquiéter de ce que ça va coûter. C'est à ça que sert la sécurité sociale, c'est pour ça qu'il faut la renforcer. Et puis, il faut évidemment mettre en place, et ça fait la suite, troisième pilier, les réformes qui vont éradiquer de manière concrète alors les inégalités sociales et en matière de santé, notamment en relevant les allocations sociales qui sont pour 90% d'entre elles en ce qui concerne les minima en dessous du seuil de pauvreté. Est-ce que vous imaginez? Imaginez à 15 secondes, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a fait avec les malades qui étaient soi-disant malades depuis trop longtemps? On les a soi-disant remis sur un chemin pour retrouver du travail. Ça a eu pour résultat que la plupart se sont retrouvés dans ce qu'on appelle la catégorie des gens qui peuvent retravailler, mais pas dans le même emploi qui était le leur. Qu'est-ce que ça a pour conséquence? 69% de ces gens-là se sont vus purement et simplement licenciés du jour au lendemain par leur employeur, sans indemnité. Donc cette mesure n'a servi qu'à une seule chose, ça permet aux employeurs de se débarrasser de gens qui étaient malades. Mais qu'est-ce qu'on a fait de ces gens-là? On en a fait des chômeurs. On en a fait des chômeurs avec des droits minimaux. Donc on a fabriqué des pauvres. Donc on a un système réglementaire en Belgique qui crée des pauvres. C'est complètement absurde évidemment. Donc il faut faire en sorte que quand on est dans le champ, quand on tombe dans le champ de la sécurité sociale, parce qu'on a eu un accident de la vie, on a perdu son emploi, on est tombé malade, eh bien on doit avoir ce qu'on appelle, et c'est pour ça que nous sommes assez radicalement contre l'idée de l'allocation universelle, parce qu'il ne faut pas parler de l'allocation universelle. Il faut parler des minimums de moyens d'existence. Il faut que, quelles que soient les circonstances de la vie, parce qu'on a une sécurité sociale bien financée et efficace, on ne se trouve pas effectivement en situation où on n'a pas le minimum pour pouvoir vivre décemment. Le minimum étant évidemment une façon de dire les choses. Donc, il faut renforcer pour cela le principe assurantiel de la sécurité sociale, il faut la refinancer, Jean-Pascal et Paul y ont fait allusion, c'est la question notamment du système de garantie de financement à travers l'allocation comment dirais-je, la dotation d'équilibre, voilà, j'arriverai à le dire, qui doit être automatique et plus conditionnée comme on veut le faire maintenant. Il faut lever évidemment tout ce qui est obstacle financier à la question d'accessibilité aux soins de première ligne. Et c'est évidemment d'abord pour répondre au fait que les gens doivent pouvoir se soigner et pouvoir se payer leurs soins, avoir accès aux soins. Mais c'est aussi parce que c'est une question de collectivité, de santé publique. Évidemment, si les soins de première ligne sont accessibles, les gens vont se soigner avant de développer des pathologies plus lourdes. Et s'ils se soignent avant de développer des pathologies plus lourdes, finalement, ce qu'ils auront coûté pour les soins de première ligne ne coûtera pas pour des maladies plus graves.
c'est aussi une question d'investissement quelque part. Il suffit de, faut pas avoir fait de hautes études économiques et de hautes études en médecine pour comprendre que la prévention va évidemment faire en sorte qu'on ait des maladies moins graves et d'autres des maladies moins graves, donc moins de coûts pour la sécurité sociale sur ces maladies-là. Et donc, aussi faire en sorte que on ait, je viens de dire, une politique de prévention. Voilà, de manière très rassemblée, vraiment très résumée, les différentes revendications que la Mutualité socialiste et la FGTB portent ensemble. On va avoir l'occasion d'aller les défendre. Dans les jours qui viennent, ce sont les festivités du 1er mai. Nous aurons les uns et les autres l'occasion de rappeler quels sont nos objectifs et de demander aux partis politiques de prendre des responsabilités par rapport à nos revendications. Pas leur dire qu'est-ce que vous voulez bien faire, mais leur dire nous voulons que vous fassiez des choses et nous vous demandons de vous prononcer par rapport à ce que nous demandons. Et puis nous aurons également encore d'ici le 26 mai l'occasion de rappeler tout le bien qu'on pense de la politique du gouvernement et ce que nous voulons avoir comme politique en échange, notamment à travers l'action que la FGTB mènera le 14 mai, journée nationale d'action, où dans toute la Belgique, on aura l'occasion de nouveau marteler le sol en expliquant justement ces problèmes d'inégalité sociale et les besoins en matière de pouvoir d'achat. Et nous serons avec, à côté, ensemble, avec la société civile, le 12 mai, aussi dans les rues de Bruxelles, pour une grande manifestation qui veut aussi dénoncer les questions d'inégalité sociale. Je l'ai dit, il y a deux urgences dans ce pays. C'est l'urgence sociale et c'est l'urgence climatique. Nous devons nous unir, il doit y avoir une convergence des deux. On ne réglera pas l'un sans l'autre, parce que si on règle l'un sans l'autre, il y aura donc toujours des gens qui resteront sur le bord du chemin. Et nous ne voulons pas qu'il y ait des gens qui restent sur le bord du chemin. C'est tout le sens de nos revendications, c'est tout le sens des combats que nous menons. Je vous remercie. Tu peux couper pour ton écran.